Bisabana mike, tosagani lelo, tolobite etika tobongisa. Merci de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre votre magazine Espace Rural. Pour ce numéro, je vous prie de suivre ce que le projet d'appui au développement des infrastructures rurales PADIR a accompli dans la province du Kasaï oriental dans un entretien Kaï Carole Nzoré avec le chef d'antenne de cette province, M. Babi Bahininois. Suivez. Monsieur Babi Bahininois, vous êtes chef d'antenne du projet PADIR dans l'ancienne province du Kasaï oriental. C'est ça, monsieur? Oui. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous avons fait un petit constat, monsieur Babi. Dans toutes les antennes, il y a une agence d'exécution, une agence locale d'exécution. Mais curieusement, dans l'ancienne province du Kasaï oriental, les PADIR n'a pas recruté une agence locale d'exécution. On peut en connaître la cause. Merci beaucoup pour la parole. Comme le coordonnateur national l'expliquait lors du comité de pilotage hier, on lui avait aussi posé cette question-là. En fait, ça s'explique du fait que pour l'agence d'exécution du projet, il y avait un montant global qu'on avait arrêté et qui devait être divisé pour le recrutement de 5 agences d'exécution pour toutes les 5 antennes. Mais est-il qu'après le recrutement de 4 agences d'exécution, bon, c'est peut-être un problème de fluctuation de montant aussi, avec l'État, on s'est retrouvé avec un montant qui est resté et qui ne pouvait pas être capable de recruter le 5e agence d'exécution. Alors, la coordination nationale avait décidé qu'il puisse alors travailler avec l'antenne comme agence d'exécution. Donc, le projet était dans l'incapacité, vu le montant qui était resté, de recruter pour le Kasaï oriental une antenne d'agence d'exécution. Mais il y a quand même un principe du développement rural qui est en train de souffrir là, celui de faire faire. Mais aujourd'hui, vous-même vous exécutez. Ne pensez pas que c'est une entorse par rapport à ce principe? Non, on n'exécute pas. Le principe de faire faire continue même sans agence d'exécution. C'est-à-dire que ce sont les entreprises qui sont recrutées, qui devaient être directement supervisées par les agents d'exécution, qui continuent à exécuter les travaux sous la surveillance permanente du DPO et le suivi ou la supervision de l'antenne. Quant à la passation des marchés, tout a été fait à la coordination nationale sur base des données que l'antenne a envoyées. Donc vous envoyez les dossiers de Mbujimaï à Kinshasa. Nous envoyons les données pour la constitution des DAO en fait de recrutement des entreprises pour tel autre travaux. Donc en réalité, c'est l'IGP PADIR et l'antenne qui ont travaillé par rapport à cette province, contrairement à d'autres antennes. Oui. Ok. Alors maintenant, pour pallier cette situation, qu'est-ce qui a été trouvé comme solution? Bon, on a renforcé pour le Kasaï oriental le nombre de DPO. Nous en avions 10 pour vraiment suivre de plus près les travaux exécutés. Et vous avez combien, vous avez dit? Nous en avons 9 qui sont arrivés, oui. Mais ce qui était prévu, c'était 10. Et vous les avez répartis par rapport à la nouvelle configuration ou comment vous les avez répartis, ces dirigeants? Non, les DPO ne sont pas répartis par rapport au démembrement. Non, ils sont répartis par rapport aux ouvrages, à la localisation des ouvrages, tel que c'était prévu quand le Kasaï oriental était encore avant démembrement. Il y avait dans chaque sous-région, excusez-moi le terme, dans chaque sous-région des ouvrages et on a envoyé les DPO selon les ouvrages. Donc si je comprends bien, pour les pistes rurales, il y a des DPO appropriés et vous les prenez au niveau de la DVDA, c'est ça? Non. La DVDA détient les normes pour les travaux de route. Oui, le DVDA nous envoie de points focaux pour renforcer le contrôle, il faut faire le contrôle des normes, l'application des normes sur les routes et autres choses. En dehors des DPO, les DPO sont aussi des ingénieurs
qui surveillent au quotidien. Quant aux points focaux, ils arrivent par moment pour... Donc vous avez et les points focaux et les DPO. DPO, oui. Les points focaux au moins sont venus des services spécialisés de développement rural. Oui, oui. Et les DPO, vous les avez recrutés. Nous avons recruté. Ok, c'est bien compris. Alors maintenant, votre province, excusez-moi de dire comme ça, les Kassai-Oriental, est aujourd'hui démembrée. Vous avez pratiquement 3 nouvelles provinces, le Kassai-Oriental, le Sankuru et l'Omami. Ok. Comment se présentent vos rapports, vos chefs d'antenne, par rapport aux gouvernements provinciaux de ces provinces? Oui, bien sûr que le bureau de l'antenne est placé à Mbujimaï, dans le Kassai-Oriental. Nous descendons sur le terrain, que ce soit à l'Omami, dans le cadre de supervision, et nous nous entretenons, nous présentons nos civilités aux responsables. Quant au feedback des informations, donc quant aux informations, à la fin de 2 ou 3 mois, nous envoyons toujours des rapports pour leur montrer l'état d'avancement des ouvrages que nous sommes en train de réhabiliter dans leur province. Non, je voulais que vous explicitez, mais c'est les chefs d'antenne, parce que quand vous envoyez les rapports, c'est les mêmes rapports que vous envoyez à la coordination nationale, c'est les mêmes qui sont envoyés dans chaque province, ou vous séparez province par province? Oui, merci. Il y a un rapport global pour la coordination nationale, et il y a des rapports un peu partiels, les rapports qui contiennent juste l'état d'avancement des ouvrages de cette province-là que nous envoyons. Par exemple, le quai d'accostage qui est construit dans le Kassai-Oriental à Kabe-Akamwanga, le gouverneur de Sankuru n'en a pas besoin. Ok. Alors, quand vous envoyez ces rapports, avez-vous le feedback? Est-ce qu'on vous répond? On acquise même réception de votre courrier, par exemple? Courrier, bon, souvent nous avons nous-mêmes déposé les rapports. Quand nous partons en mission, nous déposons. Mais aussi il y a des rapports que nous envoyons à travers l'Internet parce que nous avons leur boîte email de province. Ils les reçoivent. Ok. Abordons maintenant les infrastructures rurales. Et on commence par les pistes rurales parce que vous avez la mission aussi de désenclaver les bassins de production. Le Kassai-Oriental a combien d'axes à réhabiliter? Oui, jusque-là, nous avons travaillé sur 2 grands axes qui étaient prévus. Donc, l'axe Tchala-Nunu-Panyamutombo, un axe de 203 km 500 mètres linéaires. Et l'axe Moneditu-Mbayamuseng, de 70,300 km aussi. Ok. Alors, nous voulons d'abord parler du premier axe. Nous avons appris que cette route a été fermée depuis pratiquement l'époque coloniale. Vous confirmez cette information? Bon, fermée, c'est trop dire, mais je veux dire que c'est vraiment une ouverture, hein, presque. C'était un sentier, sauf au niveau de Mukomeno, où la route qui était tracée par Moulendambo venait de Kabinda, en passant par Kifuenkese, Mukomeno, une route que Moulendambo avait tracée jusqu'à Panyamutombo. À ce niveau-là, il existait une route. Mais de Mukomeno jusqu'à Kabala, c'est vraiment un sentier qui n'avait pas de route. On a tout simplement ouvert vraiment une route. Mais une piste où les motos et les vélos passaient. Pas de véhicules. Pas de véhicules, c'est difficile. Les véhicules s'arrêtaient peut-être au niveau de Kabala, de Mujima jusqu'à Kabala. Ok, et sur cet axe, est-ce qu'il y a un pont qui a été réhabilité? Vous avez également fait des sur cet axe, oui. Où il y a le pont Nounou, un pont de 25 mètres linéaires. Et il y a par-ci, par-là, plusieurs passages sur route que nous avons. En dehors de ce pont Nounou qui a été construit, il y a aussi 2 ponts que nous avons réhabilités avec une bise au niveau de Michidi et un pont et 2 ponts, Bobila et Kasengu, au niveau de Sankuru à Lusambo. Donc c'est pratiquement une route interprovinciale parce que ça va de l'actuel Kassai-Oriental jusqu'à Sankuru. Effectivement.
C'est pourquoi Mbujima et le gouverneur Ngoka Sanyal avaient dénommé la route de l'unité. De l'unité. Oui, parce qu'au lancement officiel de cette route, il avait invité tous les trois gouverneurs. Alors maintenant, prenons l'axe Moneditu-Ngoïbanda. Est-ce que là aussi, il y a des infrastructures, disons, des ponts ou ouvrages d'art? Oui, il y a des passages sur route, il y a des dallos, mais il n'y a pas un pont. Oui, une route de 70 km 300. Mais le projet va bientôt fermer ses portes parce que logiquement, vous avez déjà reçu une prolongation de 6 mois qui va jusqu'au 30 juin 2018. Mais vous réhabilitez les pistes rurales. Mais il va se poser un problème d'entretien après le projet. Est-ce que vous y avez pensé? Oui, le cordon national a répondu à ces questions. Le projet, dans sa conception, il y avait pensé un entretien pendant 2 ans. Il y a un montant pour l'entretien, mais l'entretien pendant 2 ans, ça ne suffit pas. Comme le cordon national avait souligné avant-hier au comité de pilotage, qu'il faut que les gouvernements provinciaux, c'est-à-dire à travers la DVDA, les fourneurs, puissent continuer à marteler sur... parce que l'argent qui sera laissé peut-être par le projet ne servira que pendant un laps de temps, alors que l'entretien de la route doit être permanent. Et vous avez déjà eu à sensibiliser les usagers des axes que vous réhabilitez? Oui, la sensibilisation, pour le projet, c'est une activité un peu permanente, mais qu'il faut toujours continuer, toujours renforcer. Avant le début de travaux, les points focaux genre est accompagné soit par la DVDA, soit selon le secteur, par la scénario. Il y passe pour la sensibilisation. Alors pourquoi avez-vous choisi ces 2 axes? Il y a eu des raisons particulières? Bon, c'est les choix prioritaires de province parce que à l'évaluation du projet, avant la mise en place du projet, il y avait un atelier de sensibilisation où il a été demandé aux provinces de fixer quelles sont les priorités, que ce soit dans les choix de lieux où on doit réhabiliter les routes, et que ce soit les lieux où on doit réhabiliter les marchés ou tous les ouvrages. Donc c'est la province qui a orienté son choix à travers ces technicités par rapport à ses priorités. Alors, nous allons quitter pratiquement la voie terrestre pour parler de la voie fluviale, parce que nous savons également que toujours dans le cadre de désenclavement des bassins de production, il a été prévu l'aménagement des quais d'accostage. C'est le cas dans votre province, vous en avez combien? Oui, c'est le cas. Nous avons 2 quais d'accostage. Un quai d'accostage dans le Kasaï oriental, territoire de Kabeaka Mwanga, au niveau de Ndomba. Ah oui, sur la rivière encore. Au niveau de Ndomba, il y a un quai d'accostage. Donc ça fait 2. Ça fait 2, oui. Et aussi à Panyamutombola, où débouche la route, l'axe Tchalamutombo sur la rivière Sankour. Donc le 2e quai d'accostage, un à Ndomba et l'autre à Panyamutombo. Donc nous en avons 2 quais d'accostage. Voulez-vous décrire un peu ces quais d'accostage? Qu'est-ce qu'il y a comme infrastructure exactement? Oui. Le quai d'accostage, c'est juste une infrastructure qui a été faite pour permettre aux embarquements, aux bateaux ou soit aux baleinières de s'accrocher. Donc il y a des bollards qui sont ancrés dans le quai et sur lesquels on peut atteler la chaîne qui est fixée sur la baleinière pour qu'elle ne puisse pas bouger pendant qu'il est dans l'eau, en attendant qu'on est en train d'enlever ce que la baleinière ramène. Et il n'y a pas de bureau, il n'y a pas un entrepôt, il n'y a pas un autre bâtiment pour abriter, pour... oui, bien sûr, comme tu as parlé de quai, à chaque quai est associé un entrepôt
Et là où il y a un entrepôt, il y a toujours un WC qui est construit parce qu'il y a des gens qui restent. En dehors des entrepôts qui se trouvent également au niveau des quais d'accostage, vous avez encore d'autres? Oui, au total, pour le projet, dans le Kassai oriental, c'est une configuration, je veux dire, on a 5 entrepôts à construire, c'est-à-dire les 2 aux endroits de quai d'accostage et 3 autres qui sont éparpillés. Ce sont essentiellement des entrepôts relais pour permettre à la population... Donc, ce qu'on peut appeler les points de ramassage. Les points de ramassage, effectivement. Ouais. Nous en avons un à Kaseki et nous avons un à Munyenge et l'autre à Lusambo, à Mukwasa. Ok. Est-ce qu'il y a déjà d'autres qui sont déjà terminés? Oui. Pour les 5, 3 sont déjà terminés. Celui de Mukwasa à Lusambo, celui de Panyamutombo, là où il y a le quai, lui a été travaillé avant le quai, et l'autre à Munyenge, un point de ramassage. Alors, nous allons quitter les entrepôts pour parler cette fois-ci des marchés ruraux ou des complexes commerciaux que vous réalisez, parce que nous avons reçu quand même des échos dans pratiquement toutes les zones d'intervention du projet PADIR. On vous félicite pour les marchés que vous construisez, mais voulez-vous quand même nous fixer l'opinion sur ces marchés, là où ça se situe, et c'est composé de quelles infrastructures? Oui, dans le cadre du PADIR, on avait sept marchés que nous devons terminer, que nous devons construire. Il y a un marché à Katakokombe, dans les Sankuru, un marché à Lodja, toujours dans les Sankuru. Nous avons un marché à Kifuse, là c'est dans l'Omami. Un marché à Tchofa, c'est dans l'Omami. Oui. Et nous avons un marché à Katanga, c'est dans le Kassai oriental. Et nous avons un marché à Kamandaka-Guillet, oui, dans le secteur de Kanakanda. Ok, ça fait 7 marchés au total. Alors, parlons maintenant en termes de taux d'exécution, l'état d'avancement des travaux. Oui. Celui de Katakokombe est presque fini. Ils sont pour le moment au stade de la peinture, comme celui de Lodja aussi. Celui le marché de Lusambo a été même déjà réussi provisoirement. Peut-être c'est des populations qui attendent. Ils ont déjà été pour population. Le marché de Katanga est déjà ouvert, déjà tollé. Le marché de Kamandaka aussi est en voie d'être tollé. Mais c'est le marché de Tchofa qui ne pas encore totalement tollé, c'est l'aire d'abattage. Le marché de Kifuse est aussi au stade de détollage. Donc, c'est en train de détoller. Donc, ce sont des marchés en voie de définition. Oui, parce que vous avez parlé déjà d'un marché qui sera bientôt inauguré. Ça me fait penser à la gestion. Comment sera géré ces marchés? Oui. La gestion des marchés, ce sont des marchés. Donc, le projet PADIR fait suite à au projet Pressar qui est passé. Et pour la gestion de ces marchés, il a été demandé au gouverneur de faire un arrêté pour la gestion de ces marchés, que le comité de gestion du marché puisse respecter ce qui stipule l'arrêté. Cet arrêté n'a pas été simplement pour la gestion de ces marchés, c'est pour la gestion des infrastructures en général. Bien sûr, le Kassai oriental était en avant dans ce sens-là. Il faut que les nouvelles provinces aussi s'appuient sur ces mêmes modèles d'arrêté pour faciliter une bonne gestion. Cet arrêté stipule que
pour les petites recettes qui sont réalisées par l'ouvrage, que 30% de ces recettes servent aux dépenses au quotidien pour l'entretien du marché et que 30% puissent aussi être distribués dans les entités dans lesquelles l'ouvrage se retrouve, soit la localité, soit le territoire. Et les 40% qui restent, donc le reste, soit 40%, soit utilisé pour la pérennité de l'ouvrage. C'est-à-dire, demain après demain, on peut envisager construire une autre infrastructure de l'ouvrage pour la compléter, et c'est ça le souhait de la BAT. Et savez-vous, monsieur le coordinateur, que Ngoïka Sandji, donc le gouverneur de votre province, est le seul justement à signer cet arrêté sur les 5 anciennes provinces? Oui, bon, les nouvelles provinces, c'est à peine que ça naît, mais on peut pourquoi vouloir fonder des machines alors que la roue est déjà là. Si ça les intéresse, ils peuvent le faire. C'est un modèle, ça peut aider tout le monde pour une bonne gestion de ces ouvrages. Ok. Il également est prévu dans le cadre du projet PADIR l'aménagement des sources d'eau, l'exécution de forages et autres adductions. Où est-ce que l'antenne PADIR Kasaï oriental en est? Oui, pour les sources d'eau, il était prévu pour le Kasaï oriental dans son ancienne configuration 42 sources d'eau. Comme je vous ai déjà dit que pour les Katakokom, pour les Sankuru, à Katakokom, il était prévu 9 sources pour lesquelles on est déjà terminé 6. Il reste 3. Et à Lodja, il était prévu 8 sources. On a terminé 6, il reste 2. Dans le territoire de Lusambo, il était prévu 10 sources. Ces 10 sources sont déjà terminées. Il était encore prévu 3 sources à Lubao. Ces 3 sources sont déjà terminées. Il était prévu 10 sources à Lupatapat, dans le Kasaï oriental. Oui, ce sont des sources qui sont en cours d'exécution. On en a déjà terminé 3. L'entrepreneur a encore recommencé. Il a attaqué 3 sources, donc ils sont en cours. Pour les sources, et pour les adductions? Les adductions de forage, à peu près 5 ouvrages dans ce sens. Malheureusement, c'est un marché qui a été donné au service national rural. Ça pose encore un peu de problème parce que là-dessus, ça n'a pas avancé. À son temps, le gouverneur lui-même, le Kassaki, je pense avoir écrit au ministre pour essayer de pousser le SNHR a exécuté sa part des contrats. C'est un bon message quand je m'informer que l'atelier est arrivé à Tchatchacha. Enfin. Pour commencer à faire donc c'est l'effort de cette pression du gouvernement. C'est la connaissance de l'entrepreneur. Faisons croire qu'avant la fin du projet, il pourra terminer ses ouvrages. Soit nous allons le pousser à sous-traiter s'il est capable, si le service est capable de faire. Ok. Adduction d'eau potable, toujours, vous avez pratiquement 2 types ou 2 catégories dans l'adduction. Vous avez d'un côté une adduction gravitaire et de l'autre une adduction motorisée. Oui. Donc le marché que l'INHR a réussi, il contient 2 addictions d'eau, Okay. 3 addictions d'eau potable et 2 forages. Nous avons un forage plutôt à Bao, un autre forage à Kalendakashila. Mais la réhabilitation d'une addiction motorisée à Chiléo, qui demande un motopompe pour pousser une machine, pour pousser l'eau jusqu'à terme d'un niveau de l'eau.
Mais nous avons l'addiction gravitaire au niveau de Jacabé. C'est une source, c'est une montagne, qui est l'eau descend d'une manière gravitaire. Et l'addiction de Tcha-Tcha-Tcha, par où la Tigui est arrivée, c'est une addiction où on doit faire un fourrage et après procéder à cette Bon, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission, mais une petite question de curiosité, parce qu'au niveau des sœurs de Mazarero, au lieu de faire un centre de réinsertion, vous avez plutôt réalisé un doctorat et une porcherie. Pourquoi ces changements? Mais ce n'est pas un changement, c'est les besoins des bénéficiaires. Ce sont les bénéficiaires qui orientent leurs besoins. Okay. Pourquoi leur construire telle chose alors que les besoins des bénéficiaires est... Donc nous avons tout simplement respecté les besoins des bénéficiaires. Le bénéficiaire a demandé, il a dit qu'il est en train d'encadrer les enfants dans le cadre de projet dans l'agriculture, voler l'élevage. Alors, il souhaiterait que ces enfants qui viennent de faire un peu loin puissent faire directement dans le cadre de leur PP. Et donc, ils ont besoin qu'on leur fasse une prochaine. Et il semble que le résultat est encourageant. Voilà. Et comme ces enfants aussi ils viennent trop loin, et dans les milliers, il y a tendance au vol, nous souhaiterions que ces enfants soient aussi internés sur place et aussi servir de surveillance pour la prochaine. C'est ce que nous avons fait. Donc, c'est à la demande des bénéficiaires. Monsieur Babi, ça a été un plaisir pour nous, à moins que vous ayez un mot pour terminer cet entretien. Non, je suis content parce que c'est toujours dans le cadre d'informer la population. C'est bien de ce que je fais. C'est bon que je peux dire ça. Merci de nous avoir suivis. Je vous fixe au rendez-vous à la semaine prochaine. Congo Ndemboka.